Ce jour-là, j'ai compris qu'on peut mourir debout, en souriant, pendant que 400 personnes applaudissent ton effacement. Je m'appelle Salomé Laroche. J'ai 65 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée seule pendant trop longtemps. C'était un samedi de juin. Le grand amphithéâtre de la faculté de médecine sentait le bois ciré et les fleurs blanches. Les diplômés portaient leurs toges noires, les familles leurs plus beaux sourires. J'étais assise au 5e rang, les mains serrées sur mon sac en cuir, celui que mon mari m'avait offert avant de partir. À l'intérieur, une enveloppe, une carte que j'avais écrite la veille pour Lucien. « Mon petit, aujourd'hui tu deviens médecin. Je suis si fière. Mamie. » Je l'avais écrite 3 fois, déchirée 2 fois, parce que les mots ne suffisaient jamais pour dire ce que j'avais mis dans ce diplôme. 7 ans de sacrifice, 7 ans à vendre mes bijoux un par un, 7 ans à dire non au voyage, au restaurant, aux robes neuves, 7 ans à payer chaque mensualité en silence, parce que mon fils, le père de Lucien, était parti trop tôt et que quelqu'un devait porter ce rêve à sa place. Lucien montait maintenant sur l'estrade, grand, élégant, le regard clair. Mon cœur battait si fort que j'ai posé ma main sur ma poitrine. Il a pris le micro. Les lumières ont baissé. On n'entendait plus que le souffle de 400 personnes. Je voudrais remercier quelqu'un sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. J'ai senti mes yeux picoter. J'ai redressé le dos. J'ai souri, même si personne ne me regardait encore. Cette personne a tout sacrifié pour moi. Elle a cru en moi quand personne d'autre n'y croyait. Elle m'a soutenu chaque jour, chaque nuit. Les larmes montaient. Je les ai retenues. Une dame à côté de moi m'a regardé en souriant. Elle savait. Tout le monde allait savoir. Je veux remercier ma grand-mère. Mon souffle s'est arrêté. Celle qui a rendu tout cela possible. Il a ouvert les bras. J'ai commencé à me lever. Mes jambes tremblaient. Mais Lucien s'est tourné vers la gauche, vers le premier rang, et il a dit « Mamie Françoise, viens ». La mère de ma belle-fille, celle qui vivait à Bordeaux, celle que je voyais 2 fois par an, celle qui n'avait jamais payé un seul centime, s'est levée lentement, avec ce sourire calme des gens qui n'ont jamais douté de leur place. Elle est montée sur scène. Lucien l'a serrée dans ses bras. Longtemps, pendant que la salle explosait en applaudissements. J'étais toujours debout, à moitié levée, stupide, visible, seule. Quelqu'un derrière moi a murmuré « Ah, c'est l'autre grand-mère ». Je me suis rassise, lentement, comme on se noie sans bruit. J'ai souri, parce qu'on m'avait appris à sourire, parce qu'une femme bien élevée ne fait pas de scène, parce que, parfois, la douleur est tellement grande qu'elle ne trouve même plus la porte de sortie. Sur scène, Lucien parlait encore. Il remerciait ses professeurs, ses amis, sa petite amie. Françoise restait à côté de lui, la main sur son épaule, comme si elle l'avait porté pendant 7 ans. Moi, j'ai ouvert mon sac. J'ai regardé l'enveloppe blanche et je l'ai refermée. Quand la cérémonie s'est terminée, les familles se sont précipitées vers les diplômés. J'ai attendu mon tour, au bord de la foule. Lucien riait, posait pour des photos. Françoise était toujours là, radieuse. Quand il m'a enfin vue, il m'a fait un signe de la main. « Ah, mamie Salomé, tu es venue !» Comme si j'avais eu le choix. Il m'a embrassé rapidement, une joue, puis l'autre, avant de se retourner vers un ami. « Tu es fière de moi ?» J'ai dit oui, parce que ma gorge ne laissait plus passer d'autres mots. Il a souri et il est reparti, vers ses amis, vers sa vraie vie, celle où je n'avais plus de place. Je suis rentrée chez moi seule, en métro, avec l'enveloppe blanche dans mon sac. Le soir, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché un numéro que j'avais enregistré 7 ans plus tôt, celui du rectorat, celui du service financier. Et pendant que Paris s'endormait derrière ma fenêtre, j'ai pris une décision. Pas par vengeance, pas par colère, mais parce que, parfois, on ne peut plus porter seul ce qui devait être partagé. Parfois, on donne tout à ceux qu'on aime, et ils oublient même qu'on existe. Avez-vous déjà été effacé par quelqu'un pour qui vous avez tout sacrifié? Racontez-moi dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Avant ce jour-là, j'avais une vie simple, peut-être trop simple pour ceux qui cherchent le bruit et l'agitation. Mais pour moi, c'était une vie pleine. J'habitais le même appartement depuis 38 ans. 3e étage, sans ascenseur, rue Daguerre. 2 pièces lumineuses avec vue sur les toits de Montparnasse. Le matin, j'ouvrais les volets et je voyais les cheminées fumer. Les pigeons se posaient sur les antennes. Mon mari disait toujours « Salomé, tu pourrais vivre dans un château,
Tu regarderais encore par la fenêtre? Il avait raison. Après sa mort, un jeudi de novembre, trop tôt, trop vite, je suis restée dans cet appartement, parce que nos souvenirs y vivaient encore, parce que c'était là que nous avions élevé notre fils, Julien, là qu'il avait fait ses premiers pas, là qu'il avait annoncé, à 22 ans, qu'il allait être papa. Lucien était né un matin de mars. Tout petit, tout rouge, avec des yeux noirs qui cherchaient déjà à comprendre le monde. Julien me l'avait mis dans les bras en disant « Maman, je veux qu'il ait ce que je n'ai pas eu. Je veux qu'il devienne quelqu'un. » Mon fils travaillait dur, trop dur. Il voulait offrir à Lucien ce qu'il croyait être une belle vie. Mais la vie, parfois, ne demande pas la permission. Lucien avait 5 ans quand Julien est mort. Un accident de voiture sur l'autoroute A6. Un camion. Le brouillard. Une seconde. J'ai enterré mon fils un mardi. Le lendemain, j'ai pris Lucien chez moi. Sa mère, ma belle-fille Chloé, était effondrée. Elle ne mangeait plus, ne parlait plus. Alors, pendant des mois, c'est moi qui ai élevé Lucien. Je lui préparais ses tartines le matin. Je l'emmenais à l'école. Je l'aidais avec ses devoirs. Le soir, je lui lisais des histoires et il s'endormait en tenant ma main. Chloé a fini par se relever. Elle s'est remariée 2 ans plus tard avec un homme gentil, discret, qui aimait Lucien comme son propre fils. Ils ont déménagé dans un pavillon en banlieue, une vie neuve, une famille recomposée. Mais Lucien continuait à venir me voir tous les mercredis. On prenait le goûter ensemble, du pain frais avec du beurre salé et de la confiture de fraises. Il me racontait l'école, ses copains, ses rêves. Un jour, il avait 12 ans, il m'a dit « Mamie, plus tard, je veux être médecin, comme papy. » Mon cœur s'est serré. Mon mari avait été médecin, un bon médecin. Pas riche, mais respecté. Il soignait les gens avec patience, avec humanité. Julien n'avait pas eu le temps de suivre ses traces. Mais Lucien pouvait encore porter ce rêve. Alors tu le seras, mon chéri. Il m'a souri. Ce sourire d'enfant qui croit encore que les adultes peuvent tout. Les années ont passé. Lucien a grandi. Il est devenu un jeune homme sérieux, studieux, brillant. Quand il a eu son baccalauréat avec mention très bien, Chloé m'a appelé en pleurant de joie. « Salomé, il a été accepté en médecine, à Paris Descartes. » J'ai pleuré aussi. De fierté, d'espoir, de cette douleur douce qu'on ressent quand on voit la vie continuer malgré tout. Mais un mois plus tard, Chloé est revenue me voir. Seule, elle avait les yeux rouges. « Salomé, on ne peut pas payer. Les études, le loyer à Paris, les livres. Mon mari a perdu son travail. On ne peut pas. » Elle a baissé la tête. Je vais devoir lui dire de trouver autre chose. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait porté le fils de mon fils. Cette femme fragile qui essayait, malgré tout, de tenir debout. Et j'ai dit « Non, je vais payer. » Elle a levé les yeux. « Quoi ? Je vais payer ses études. Tout. Les mensualités, le loyer, les livres, tout. Mais Salomé, tu n'as pas... J'ai ce qu'il faut ?» C'était un mensonge, mais c'était aussi la vérité. J'avais mes économies. Celles que mon mari avait mises de côté toute sa vie. Celles qu'on gardait pour nos vieux jours. Mais mes vieux jours, c'était maintenant. Et si je ne les utilisais pas pour ça, pourquoi alors? J'ai vendu ma bague en or, celle de mes fiançailles, puis mon collier de perles, puis les actions que mon mari avait achetées dans les années 90. Une par une, j'ai vidé mes réserves. Pas par obligation, par amour, parce que Lucien portait le rêve de son grand-père et de son père. Pendant 7 ans, j'ai payé, chaque mois, sans jamais me plaindre, sans jamais en parler. Chloé me remerciait parfois, gênée, mais elle ne posait pas de questions. Et moi, je ne donnais pas de détails. Lucien, lui, ne savait rien. Il croyait que sa mère et son beau-père payaient. Il m'appelait de temps en temps. « Ça va, mamie ?»« Oui, mon chéri. Et toi, les études ? C'est dur, mais ça avance. » Il ne venait plus tous les mercredis. Les études prenaient tout son temps. Je comprenais. C'était normal. C'était la vie. Mais j'attendais. J'attendais ce jour où il monterait sur scène, où il recevrait son diplôme, où il saurait enfin. J'attendais qu'il me regarde et qu'il comprenne. Que tout ce qu'il était devenu, il le devait aussi à ses mains ridées qui avaient tout donné en silence. Pendant que je vous raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me fera du bien de savoir que je ne suis pas seule. Il y a des moments où la vie change, mais on ne le voit pas tout de suite. On continue à marcher, à sourire, à faire comme si tout allait bien.
Et puis, un jour, on se retourne et on comprend. C'était là. C'était ce jour-là que tout a commencé à se fissurer. Pour moi, c'était un dimanche d'avril, 3 ans avant la cérémonie. Lucien venait de terminer sa 3e année de médecine. Il m'avait invité à déjeuner chez lui, un petit studio dans le 5e arrondissement que je payais sans qu'il le sache. Chloé m'avait dit « Il veut te voir, Salomé. Il parle beaucoup de toi en ce moment. » Mon cœur s'était gonflé. Peut-être qu'il commençait à comprendre. Peut-être que Chloé lui avait dit la vérité. Je suis arrivée à midi avec une tarte aux pommes, celle qu'il aimait quand il était petit. J'avais mis ma plus belle robe, la bleue, celle que je gardais pour les grandes occasions. J'avais même passé du temps à me coiffer. Ridicule, peut-être, mais j'avais envie d'être belle pour lui. Quand il a ouvert la porte, il m'a embrassée rapidement. « Salut, mamie !»« Entre, entre !» Il portait un t-shirt blanc et un jean déchiré. Il sentait l'eau de Cologne et le café. Derrière lui, j'ai aperçu une jeune fille brune, très mince, assise sur le canapé avec un ordinateur sur les genoux. « Mamie, je te présente Émilie, ma copine. » La jeune fille a levé les yeux et m'a souri poliment. « Bonjour, madame. »« Bonjour, ma chérie. » Je suis entrée. Le studio était petit mais lumineux. Des livres partout, des post-it collés sur les murs. Une odeur de jeunesse et de désordre. « Assieds-toi, mamie. Tu veux du thé ?»« Avec plaisir. » Lucien est allé dans la cuisine. 3 mètres carrés avec une plaque électrique et un mini-frigo. J'ai posé la tarte sur la table basse. Émilie m'a regardée. « C'est gentil d'être venu. Lucien parle souvent de vous. »« Ah oui ? » ?»« Oui. Il dit que vous êtes sa mamie préférée. » J'ai souri. Mais quelque chose dans cette phrase m'a piqué. Sa mamie préférée. Comme s'il y en avait plusieurs. Comme s'il fallait choisir. Lucien est revenu avec 3 tasses dépareillées. Il s'est assis à côté d'Émilie, pas à côté de moi. C'était normal. C'était son amoureuse. Mais quand même, une petite distance s'était installée. Invisible. Réelle. On a parlé de ses études. Il était passionné. Il me racontait ses stages, ses nuits de garde, ses patients. Je l'écoutais avec cette fierté douloureuse des grands-mères qui voient leurs petits-enfants devenir des étrangers brillants. Puis, à un moment, il a dit « Ah, au fait, mamie, je voulais te dire, pour les vacances de juillet, on ne pourra pas venir te voir. »« Ah ?» J'avais prévu un week-end ensemble, comme avant, comme quand il était petit et qu'on partait en Normandie voir la mer. « Oui, on va chez les parents d'Émilie, en Bretagne, et après on passe une semaine chez mamie Françoise, à Bordeaux. » Elle a insisté. Mamie Françoise. C'était la première fois que j'entendais ce nom dans sa bouche avec cette tendresse. Comme si c'était normal. Comme si elle avait toujours été là. Elle a une grande maison, tu vois, avec un jardin. On va se reposer. Ça va me faire du bien avant la rentrée. J'ai hoché la tête. Bien sûr, c'est une bonne idée. Émilie a posé sa main sur le genou de Lucien. Sa grand-mère est adorable. Elle nous a envoyé un colis la semaine dernière avec des cannelés et du vin. Ah, c'est gentil. Oui, elle est super attentionnée. Lucien a souri. C'est vrai. Mamie Françoise, elle pense toujours à tout. L'autre jour, elle m'a même envoyé de l'argent pour mes livres. 200 €, tu te rends compte? J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. 200 €. Pour des livres. Alors que j'avais vendu mon alliance, celle que mon mari avait glissée à mon doigt il y a 43 ans, pour payer sa dernière année. Mais je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai bu mon thé. J'ai coupé la tarte. On a parlé d'autre chose. De la pluie, du printemps, de Paris qui devenait trop cher. Puis, au moment de partir, Lucien m'a raccompagnée à la porte. « Merci d'être venue, mamie. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, mon chéri. » Il m'a embrassée. Une joue, l'autre. Vite. « On se voit bientôt, d'accord ?»« D'accord. » Je suis descendue les escaliers lentement. 4 étages sans ascenseur. Mes genoux me faisaient mal. Mais je ne voulais pas qu'ils m'entendent souffler. Dehors, il pleuvait. Une petite pluie fine d'avril qui mouillait les cheveux et les épaules. Je n'avais pas de parapluie. J'ai marché jusqu'à la station de métro. Les rues étaient en grise. Les gens marchaient vite, la tête baissée. Dans le métro, j'ai pensé à cette phrase. Mamie Françoise. Elle pense toujours à tout. Françoise, la mère de Chloé, celle qui vivait dans une belle maison à Bordeaux. Celle qui n'avait jamais eu besoin de vendre ses bijoux parce qu'elle avait gardé son mari, sa retraite confortable, ses économies intactes, celle qui envoyait des cannelés et de l'argent de poche, pendant que moi, je vendais mon passé morceau par morceau pour bâtir son avenir. Mais Lucien ne le savait pas, et peut-être qu'il ne le saurait jamais.
En rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte, une facture, la mensualité du mois suivant, 3200 €, pour l'université, pour le studio, pour les livres qu'il n'aurait pas besoin d'acheter parce que mamie Françoise lui avait envoyé 200 €. Je me suis assise à ma table. J'ai ouvert mon carnet de comptes. J'ai regardé ce qui me restait. Pas grand-chose. J'allais devoir vendre autre chose. Peut-être mes couverts en argent, ceux que ma mère m'avait offerts pour mon mariage, ou alors le tableau dans le salon, celui que mon mari avait acheté lors de notre voyage en Provence. Mais ce n'était pas grave. Ce n'était que des objets, des souvenirs, des choses. Ce qui comptait, c'était lui. C'était son avenir. C'était ce rêve qu'il portait sans savoir combien il pesait lourd. Ce soir-là, j'ai fait réchauffer une soupe. Je me suis assise devant la fenêtre. J'ai regardé les toits de Paris s'effacer dans la nuit. Et j'ai pensé, il va finir par comprendre. Un jour, il va comprendre. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait déjà autre chose. Une voix que je refusais d'entendre. Et s'il ne comprenait jamais? Les semaines ont passé, puis les mois. Lucien m'appelait de temps en temps, des appels rapides. « Ça va, mamie ?»« Oui, mon chéri. Je dois y aller, j'ai cours. Vas-y, vas-y. » Il ne venait plus me voir. Trop occupé, trop loin. Trop pris par sa vie d'étudiant, ses amis, Émilie, ses révisions. Chloé, elle, continuait à m'appeler régulièrement. « Salomé, tu tiens le coup ? » « Oui, oui, ne t'inquiète pas. Si tu as besoin de quelque chose ? » « Non, non, tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Mes économies fondaient. Mon appartement devenait de plus en plus vide. Les murs gardaient les traces pâles des cadres que j'avais vendus. Le buffet ne contenait plus que 2 assiettes, 2 verres, 2 couverts. J'avais vendu le reste, et chaque mois, je payais. Sans rien dire, sans rien demander. Parce que c'est ce qu'on fait quand on aime. On donne, on se vide, on espère que l'autre verra, qu'il comprendra, qu'il se retournera un jour et dira « merci ». Mais ce jour-là n'arrivait pas. Un soir, j'ai reçu un appel de Lucien. C'était rare. Il était joyeux. « Mamie, tu sais quoi? J'ai été acceptée pour un stage à l'hôpital Necker. C'est génial, non? »« Oh, mon chéri, c'est merveilleux. »« Oui, et tu sais qui m'a aidé à préparer ma lettre de motivation? » Mamie Françoise. Elle connaît quelqu'un là-bas. Elle a tout arrangé. Mon cœur s'est serré. C'est très gentil de sa part. Oui, elle est incroyable. Bon, je dois te laisser, mamie. Je t'embrasse. Je t'embrasse aussi, mon chéri. Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone dans la main, dans le silence de mon appartement vide. Dehors, la nuit était tombée. Les lumières de Paris s'allumaient une par une. Et moi, dans mon petit appartement du 3e étage, je me suis demandé pour la première fois si j'avais fait une erreur. Pas de l'avoir aidé, mais de l'avoir fait en silence. Je me demande si vous avez déjà donné en silence, en espérant qu'un jour, quelqu'un le remarquerait. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce que vous aviez sacrifié? Dites-le-moi en commentaire. Parfois, partager sa peine, c'est déjà commencer à guérir. Il y a une chose étrange dans la douleur. On peut vivre avec pendant des mois, des années même, en faisant semblant qu'elle n'existe pas. On se réveille le matin, on prépare son café, on ouvre les volets, on dit bonjour aux voisins. Et la douleur est là, tapie au fond de la poitrine. Mais on l'ignore, on la repousse. On se dit, ce n'est rien. C'est normal, c'est la vie. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Après ce déjeuner où Lucien m'avait parlé de mamie Françoise avec cette tendresse nouvelle, j'ai décidé de ne plus y penser, de continuer, de payer, de me taire, de croire que tout finirait par s'arranger. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Les femmes de ma génération, on ne se plaignait pas. On ne réclamait pas de reconnaissance. On faisait ce qu'il fallait faire, et c'était suffisant. Du moins, c'est ce que je croyais. Les mensualités continuaient à tomber. 3200 €, tous les mois, comme une horloge, comme une dette que je payais à l'avenir. J'avais vendu presque tout ce qui avait de la valeur. Mes bijoux, les couverts en argent, le tableau de Provence, même la montre de mon mari, celle qu'il portait le jour de notre mariage, celle qui marquait encore l'heure exacte 40 ans plus tard. Je l'avais apportée chez un horloger de la rue de Rennes. Un vieil homme avec des lunettes épaisses et des mains qui tremblaient légèrement. « C'est une belle pièce, madame. Votre mari avait bon goût. »« Oui, vous êtes sûre de vouloir la vendre. J'avais regardé la montre une dernière fois. Le bracelet en cuir usé, le cadran blanc avec les chiffres romains.
les aiguilles qui continuaient à tourner, indifférentes. Oui, j'en ai besoin. Il m'avait donné 800 €. Moins que ce qu'elle valait, je le savais, mais je n'avais pas négocié. Je n'avais plus l'énergie de négocier. Avec cet argent, j'avais payé une partie du loyer de Lucien. Le reste, je l'avais pris sur ma pension de retraite. Ce mois-là, j'avais mangé des pâtes et du riz. Rien d'autre. Mais ce n'était pas grave. J'avais connu pire. Pendant ce temps, Lucien continuait ses études. Il avançait, il brillait. Ses professeurs l'adoraient. Il faisait des gardes à l'hôpital. Il sauvait des vies, peut-être. Il devenait cet homme que son père et son grand-père auraient été fiers de connaître. Mais il ne m'appelait presque plus. Une fois par mois, peut-être. Des conversations brèves. « Ça va, mamie ? » ?»« Oui, et toi ? » ?»« Débordé, mais ça va. »« Bon courage, mon chéri. »« Merci, mamie. Je t'embrasse. » Et c'était tout. Chloé, elle, continuait à me tenir au courant. Elle m'envoyait des photos par message. Lucien en blouse blanche, Lucien avec ses collègues. Lucien qui souriait, fatigué mais heureux. Un jour, elle m'a envoyé une photo de Lucien avec Françoise. Ils étaient dans un restaurant chic, des nappes blanches, des verres en cristal. Lucien avait le bras autour des épaules de Françoise. Elle souriait, élégante, avec ses cheveux blancs parfaitement coiffés et son collier de perles. Le message disait « Déjeuner avec mamie Françoise pour fêter la fin du semestre. Elle est tellement généreuse avec lui. » J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Françoise avait tout ce que je n'avais plus. L'argent, la maison, le confort, la présence visible. Moi, j'avais juste mes mains vides et mes comptes bancaires qui touchaient le fond. Mais je n'ai rien dit. J'ai répondu « C'est bien. Je suis contente pour lui. Parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On se réjouit de son bonheur, même si ce bonheur se construit avec quelqu'un d'autre. » Un soir de novembre, j'ai reçu un appel de Chloé. Sa voix était différente, tendue. « Salomé, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est accéléré. « Qu'est-ce qui se passe? Lucien va bien? »« Oui, oui, il va bien. » Mais elle a hésité. « Écoute, je voulais te dire, je ne sais pas comment te le dire, mais Françoise a proposé de payer la dernière année de Lucien. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. « Quoi? » Elle a dit qu'elle voulait l'aider, que c'était son petit-fils aussi. Elle a de l'argent, tu sais, beaucoup d'argent, et elle pense que ce serait bien. J'ai fermé les yeux. Et qu'est-ce que Lucien a dit? Chloé a soupiré. Il a dit oui. Il ne sait pas que c'est toi qui paies, Salomé. Il croit que c'est nous. Alors pour lui, c'est juste sa grand-mère qui veut l'aider. Le silence s'est installé entre nous. Long, lourd. Salomé, tu es encore là? Oui, je suis désolée. Si j'avais su que ça te ferait... Non, non, c'est très bien, c'est généreux de sa part. Tu es sûre? Oui, mais je n'étais pas sûre. J'étais en train de mourir, là, au bout du fil, dans mon appartement vide. Bon, si tu veux, on peut en parler. On peut dire la vérité à Lucien. On peut... Non. Le mot était sorti tout seul. Fort. Net. Non, Chloé. Ne lui dis rien. Mais, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il se sente obligé. Je ne veux pas qu'il me remercie par pitié. Si Françoise veut payer, qu'elle paie. C'est mieux comme ça. Tu en es sûre? Oui. J'ai raccroché. Et je suis restée assise dans le noir, avec ce téléphone dans la main, et cette douleur qui montait, 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 comme une marée. Françoise allait payer la dernière année. Françoise allait être celle qui finissait le travail, celle qui mettait la dernière pierre, celle dont il se souviendrait. Et moi j'étais juste celle qui avait porté le poids en silence pendant 6 ans, celle qui avait tout donné sans rien demander, celle qui disparaissait avant la fin. Mais je ne pouvais pas me plaindre, parce que je l'avais décidé. J'avais choisi le silence, j'avais choisi l'effacement. Alors je devais l'accepter. Les semaines suivantes ont été étranges. J'ai continué à payer les dernières mensualités qui restaient à ma charge. Mais je savais que c'était bientôt fini. Que dans quelques mois, Françoise prendrait le relais. J'essayais de me convaincre que c'était une bonne chose, que j'allais enfin pouvoir souffler, que j'allais pouvoir garder un peu d'argent pour moi, peut-être partir en vacances, peut-être m'acheter une robe neuve, peut-être simplement manger autre chose que des pâtes. Mais au fond, je savais la vérité. Ce n'était pas une délivrance, c'était un effacement. Un jour, au début du printemps, je suis allée me promener au jardin du Luxembourg. Il faisait beau. Les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres.
Les enfants couraient autour du bassin avec leurs bateaux miniatures. Les couples se promenaient, main dans la main. Je me suis assise sur un banc. J'ai regardé les gens passer. Et j'ai pensé à ma vie, à tout ce que j'avais donné, à tout ce que j'avais perdu. Mon mari, mon fils, mes bijoux, mes souvenirs, mon confort. Tout ça pour un petit-fils qui ne savait même pas ce que j'avais fait pour lui. Tout ça pour un petit-fils qui appelait une autre femme, mamie, avec plus de tendresse qu'il ne m'en donnait. Une larme a coulé sur ma joue. Juste une, silencieuse. Je l'ai essuyée rapidement, parce qu'on ne pleure pas en public, parce qu'une femme bien élevée ne montre pas sa douleur. Mais cette larme, c'était une fissure, une toute petite fissure dans le mur que j'avais construit autour de mon cœur. Et les fissures, même petites, finissent toujours par s'élargir. Quelques semaines plus tard, Lucien m'a appelé. C'était un dimanche matin. Je buvais mon café devant la fenêtre. Mamie, il avait l'air joyeux, excité. « Bonjour mon chéri, je t'appelle pour te dire, Mamie Françoise a payé ma dernière année. Tout, le loyer, les frais, tout. C'est incroyable, non ?» Mon café était devenu froid dans ma main. Oui, c'est merveilleux. Elle est tellement généreuse. Je ne sais pas comment la remercier. Tu lui diras merci de ma part aussi. Il a ri. Oui, je lui dirai. Bon, je dois y aller, j'ai une garde. Je t'embrasse, mamie. Je t'embrasse aussi, mon chéri. Il a raccroché. Et moi, je suis restée là, avec mon café froid, devant ma fenêtre qui donnait sur les toits gris de Paris. Je me suis dit, c'est fini. 6 ans de sacrifice, 6 ans de silence, 6 ans à tout donner. Et maintenant, c'était fini. Quelqu'un d'autre avait pris ma place. Quelqu'un d'autre allait recevoir les remerciements. Et moi j'allais juste continuer à exister, dans l'ombre, dans le silence, comme j'avais toujours existé, parce que c'est ce que font les femmes comme moi. On donne, on se tait, on disparaît, et on espère, même si on sait que c'est stupide, qu'un jour, quelqu'un se souviendra. Avez-vous déjà tout donné en silence, en espérant qu'on le remarquerait un jour? Avez-vous déjà été remplacé avant même d'avoir été vu? Racontez-moi. Vos histoires comptent. Il y a des vérités qu'on refuse de voir parce que les voir, ce serait accepter qu'on s'est trompé, qu'on a donné à quelqu'un qui ne voyait pas, qu'on a aimé quelqu'un qui ne se retournait pas. Pendant des mois après cet appel, celui où Lucien m'annonçait, joyeux, que Françoise avait tout payé, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était, comme si mon cœur ne s'était pas brisé ce matin-là, comme si je n'avais pas senti le sol se dérober sous mes pieds. Je me levais, je préparais mon thé, j'ouvrais les volets, je regardais Paris s'éveiller, et je me disais, ce n'est pas grave, l'important c'est qu'il réussisse. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. J'avais commencé à remarquer des petites choses, des détails, des silences, des absences. Lucien ne m'appelait presque plus, une fois tous les 2 mois peut-être. Et encore, c'était des appels rapides, distraits, où je sentais qu'il pensait déjà à autre chose. « Ça va, mamie ?»« Oui, mon chéri. Et toi ?»« Débordé. Les examens, les gardes, tout ça. Je comprends. Tu travailles bien. Oui. Bon, je dois te laisser. D'accord. Je t'embrasse. Moi aussi. Salut. » Et il raccrochait. Chaque fois, je restais avec ce téléphone dans la main, et ce vide dans la poitrine. J'essayais de me dire que c'était normal, qu'il était occupé, que les jeunes ont leur vie, que je ne devais pas être envahissante. Mais une grand-mère n'est jamais vraiment envahissante quand elle se contente d'exister en silence, n'est-ce pas? Un jour de février, j'ai reçu un message de Chloé. Une photo. Lucien et Émilie, main dans la main, devant un grand sapin de Noël illuminé. Le message disait « Joyeux Noël de Bordeaux. Françoise nous a invités pour les fêtes. Lucien est tellement heureux. » J'ai regardé cette photo. Le sourire de Lucien, ses yeux brillants, ce bonheur que je ne lui avais pas vu depuis des années. Et j'ai réalisé quelque chose. Il avait passé Noël à Bordeaux, avec Françoise, sans même penser à m'appeler, sans même m'envoyer un message. Noël, la fête de famille, la fête où on se rassemble, où on partage. Mais moi, j'avais passé Noël seul, devant ma fenêtre, avec une soupe réchauffée et le souvenir de tous les Noëls d'avant. Je me suis souvenu de ces Noëls quand Lucien était petit, quand il venait chez moi et qu'on décorait le sapin ensemble, quand il m'aidait à faire les biscuits en forme d'étoile, quand il me lisait sa lettre au Père Noël avec cette voix sérieuse d'enfant qui croit encore à la magie.
Où était passé cet enfant? Où était passé ce petit garçon qui me tenait la main et me disait « Mamie, quand je serai grand, je resterai toujours avec toi ». J'ai répondu à Chloé « C'est bien, je suis contente pour lui ». Mais je n'étais pas contente. J'étais en train de comprendre. Les semaines ont passé. Mars, avril, mai. Lucien ne m'appelait toujours pas, mais je voyais sa vie défiler sur les photos que Chloé m'envoyait. Des photos où je n'étais jamais invitée. Des moments où je n'existais pas. Lucien à la mer avec Émilie. Lucien chez Françoise, dans son grand jardin de Bordeaux. Lucien au restaurant avec Chloé et son beau-père. Lucien partout. Heureux. Vivant. Sans moi. Un jour, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Chloé « Il va bien, Lucien ?»« Oui, très bien. Pourquoi ?»« Non, pour rien. C'est juste que ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé. » Il y a eu un silence. Puis Chloé a dit, doucement, « Salomé, tu sais comment sont les jeunes. Ils sont dans leur bulle. Ça ne veut rien dire. »« Oui, je sais. Mais ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que j'étais devenue invisible. Un soir de juin, 3 mois avant la cérémonie, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Lucien. Moi, pas lui. Moi. Ça a sonné longtemps. Tellement longtemps que j'ai failli raccrocher. Puis sa voix. « Allô ? Bonjour mon chéri. C'est mamie. »« Ah mamie. Ça va ? » ?»« Oui, oui. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ça fait longtemps. »« Oui, c'est vrai. Désolée. J'ai été débordée. Je comprends. Tu travailles beaucoup ? » ?»« Oui. Bon, là je suis en pleine révision. Les examens finaux approchent. »« Ah oui, bien sûr. Je ne veux pas te déranger. »« Non, non, tu ne me déranges pas. Mais je dois vraiment y retourner. »« Oui, oui, vas-y. Merci, mamie. Je t'embrasse. Je t'embrasse aussi, mon chéri. » Il a raccroché. 2 minutes. L'appel avait duré 2 minutes. Je suis restée assise dans mon fauteuil, le téléphone dans la main. Et j'ai pleuré. Pas beaucoup. Juste un peu. Parce qu'on ne peut pas pleurer éternellement sur ce qui est en train de mourir. Mais j'ai pleuré quand même. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une invitation par la poste. Une belle carte ivoire avec des lettres dorées. Vous êtes cordialement invité à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2024 de la faculté de médecine Paris-Descartes. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était ça. Le grand jour. Le jour que j'attendais depuis 7 ans. Le jour où Lucien monterait sur scène. Le jour où il recevrait ce diplôme que j'avais payé avec mes nuits blanches, mes renoncements, mes bijoux vendus un par un. Le jour où, peut-être, il comprendrait enfin. J'ai relu l'invitation 3 fois, puis j'ai appelé Chloé. « Chloé, j'ai reçu l'invitation pour la cérémonie. »« Ah oui, c'est bien, non ? On est tous tellement fiers de lui. »« Oui, est-ce que Lucien sait que je viens ? » ?»« Bien sûr, il a demandé qu'on t'envoie une invitation. » Mon cœur s'est réchauffé un peu. « Ah, c'est gentil. Oui, bon, il y aura beaucoup de monde. La famille, les amis, Émilie, bien sûr, et Françoise aussi. » Le nom est tombé comme une pierre. Françoise. Oui, elle vient de Bordeaux spécialement. Elle est tellement contente. Elle a même acheté une nouvelle robe pour l'occasion. J'ai serré le téléphone plus fort. Ah, c'est bien. Oui. Bon, on se voit là-bas, d'accord ? D'accord. J'ai raccroché. Françoise serait là. Bien sûr. Pourquoi pas ? Elle avait payé la dernière année. Elle avait offert des cannelés et du vin. Elle avait cette grande maison où Lucien passait ses vacances. Elle avait tout ce qu'il fallait pour être visible. Et moi, j'avais juste ce que personne ne voyait. Les jours suivants, j'ai essayé de me préparer. Mentalement, émotionnellement. Je me suis dit, ce jour-là, il va te voir, il va te remercier, il va comprendre. Mais une autre voix, plus sombre, murmurait « Et s'il ne te voit pas ? Et s'il remercie quelqu'un d'autre ?» J'ai chassé cette voix. Je me suis dit que j'étais stupide, que j'inventais des problèmes. Mais les signes étaient là, partout, dans ses silences, dans ses absences, dans cette façon qu'il avait de parler de Françoise avec une tendresse qu'il ne me donnait plus. Un après-midi, je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert mon armoire, j'ai regardé mes robes. Il ne m'en restait que 3. Les autres, je les avais vendues ou données. J'ai choisi la bleue, celle que je portais pour les grandes occasions. Celle que je portais le jour où mon mari m'avait emmenée à l'opéra. Celle qui sentait encore, faiblement, son eau de Cologne. Je l'ai essayée devant le miroir. Elle était un peu large maintenant. J'avais maigri.
Parce qu'on maigrit quand on ne mange pas assez, quand on garde tout son argent pour les autres, mais elle était encore belle, et j'étais encore debout. Je me suis regardée dans le miroir, cette femme de 65 ans, ses cheveux blancs, ses rides autour des yeux, ses mains usées. Et je me suis dit, ce jour-là, tu seras là. Tu seras dans cette salle, et il te verra forcément. Mais au fond de moi, je savais déjà. Je savais que les gens ne voient que ce qu'on leur montre. Et moi, je n'avais rien montré. J'avais tout donné en silence. Et le silence, parfois, c'est la même chose que l'invisibilité. 2 semaines avant la cérémonie, j'ai reçu un dernier appel de Lucien. « Mamie, bonjour mon chéri. Je t'appelle juste pour te dire, tu vas venir à ma cérémonie, hein ?» Mon cœur a bondi. « Oui, bien sûr, je ne raterai ça pour rien au monde. Super, ça me fait plaisir. Bon, tu sais, il y aura beaucoup de monde. La famille, les amis, mamie Françoise aussi. Elle est trop contente. » Encore ce nom. Oui, Chloé me l'a dit. Oui, elle est géniale. Elle m'a même offert un costume pour ce jour-là. Un vrai costume de médecin, tu vois. Classe, non? Oui, très classe. Bon, je dois y aller. Mais on se voit bientôt, d'accord? D'accord. Je t'embrasse, mamie. Je t'embrasse aussi, mon chéri. Il a raccroché. Et moi, je suis restée là, avec cette phrase qui tournait dans ma tête comme une chanson triste. Mamie Françoise m'a offert un costume. Un costume. Pour qu'il soit beau le jour de sa remise de diplôme. Le diplôme que j'avais payé en vendant tout ce que j'avais. Mais c'était elle qui lui offrait le costume. Parce que c'est toujours comme ça. Ceux qui donnent en silence disparaissent. Ceux qui donnent avec éclat restent gravés dans les mémoires. Le soir, je me suis assise à ma table. J'ai ouvert un cahier. Un vieux cahier où je notais mes comptes depuis 7 ans. J'ai regardé tous ces chiffres, toutes ces mensualités, tous ces sacrifices notés ligne par ligne. 3 200 € fois 12 mois, fois 6 ans, plus le loyer, plus les livres, plus les imprévus. Au total, j'avais donné plus de 230 000 €. 230 000 €. Toute ma vie, toutes mes économies, tout ce que mon mari avait mis de côté pour nos vieux jours. Tout ça pour un petit-fils qui remerciait quelqu'un d'autre. J'ai refermé le cahier et j'ai pensé, il ne saura jamais. Il ne saura jamais ce que j'ai fait. Il ne saura jamais ce que j'ai perdu. Il ne saura jamais que chaque fois qu'il ouvrait la porte de son studio, c'était moi qui avais payé la clé. Il ne saura jamais, parce que je n'avais rien dit. Et maintenant, il était trop tard pour parler, trop tard pour réclamer ma place, trop tard pour exister. Avez-vous déjà compris trop tard que votre silence vous avait effacé? Avez-vous déjà vu les signes, un par un, et refusé de les croire? Dites-moi, parfois, mettre des mots sur la douleur, c'est déjà commencer à guérir. Le jour de la cérémonie est arrivé comme arrivent les jours qu'on redoute et qu'on espère en même temps, avec ce mélange étrange de peur et d'impatience qui vous serre la gorge dès le réveil. Je me suis levée tôt, 5 heures du matin. Dehors, Paris dormait encore. Les rues étaient silencieuses. Seuls quelques pigeons picoraient sur le trottoir. J'ai préparé mon thé. Je me suis assise devant la fenêtre. J'ai regardé le ciel passer du noir au gris, puis au rose pâle. Et j'ai pensé à ce jour. À ce moment que j'attendais depuis 7 ans. 7 ans de sacrifice. 7 ans d'espoir. 7 ans à me dire, un jour il saura. Un jour il comprendra. Aujourd'hui, c'était ce jour. J'ai bu mon thé lentement. Puis je suis allée me préparer. J'ai mis ma robe bleue, celle qui flottait un peu maintenant sur mon corps amaigri. J'ai ajusté mes cheveux, j'ai mis un peu de rouge à lèvres, du rose pâle, discret. J'ai glissé à mon poignet le seul bracelet qui me restait. Un bracelet en argent que ma mère m'avait offert pour mes 20 ans. Je me suis regardée dans le miroir. Cette femme qui me fixait avait vieilli. Ses yeux étaient fatigués. Ses mains tremblaient légèrement. Mais elle était digne. Elle était debout. Et aujourd'hui, elle allait voir son petit-fils devenir médecin. Avant de partir, j'ai ouvert mon sac. J'ai sorti l'enveloppe blanche, celle que j'avais préparée des semaines plus tôt. Celle où j'avais écrit « Mon petit, aujourd'hui tu deviens médecin. Je suis si fière. Mamie. » Je l'ai regardée longtemps. Puis, je l'ai glissée dans mon sac. La cérémonie avait lieu à 14 heures. J'ai pris le métro. Ligne 4, puis ligne 6. 40 minutes de trajet. J'aurais pu prendre un taxi. Mais je n'avais plus vraiment d'argent pour ce genre de choses. Quand je suis arrivée devant l'amphithéâtre, il y avait déjà beaucoup de monde. Des familles élégantes, des parents fiers, des grands-parents qui tenaient des bouquets de fleurs.
Des jeunes gens en costume et en robe, excités, qui prenaient des photos. Je me suis avancée lentement. J'ai cherché Lucien des yeux. Je l'ai vu près de l'entrée. Grand, beau, dans son costume sombre, le costume que Françoise lui avait offert. Il parlait avec Émilie. Il riait. Elle portait une robe jaune pâle. Elle était jolie, lumineuse. Je me suis approchée. « Bonjour, mon chéri. » Il s'est retourné. « Ah, mamie, tu es venue. » Il m'a embrassée rapidement. Une joue, l'autre, machinalement. « Bien sûr que je suis venue. »« Super. Bon, on va entrer bientôt. Tu as ton invitation ? » ?»« Oui. Parfait. On se retrouve après, d'accord ? » ?»« D'accord. » Il s'est déjà retourné vers Émilie, vers ses amis, vers sa vie. Je suis restée là, au milieu de la foule, avec mon sac serré contre ma poitrine. Puis, j'ai vu Chloé arriver. Elle m'a fait signe. « Salomé, tu es là ?» Elle m'a embrassée chaleureusement. « Oui, je ne voulais pas manquer ça. »« Bien sûr. Viens, on va chercher nos places. » Elle m'a prise par le bras. On est entré dans l'amphithéâtre. C'était immense. Des gradins en demi-cercle, une estrade en bois avec un micro, des drapeaux, des fleurs blanches partout, une lumière dorée qui tombait des grandes fenêtres. Chloé m'a conduite vers les sièges. « Regarde, on est au 5e rang. C'est bien, non ?» Oui. J'ai regardé autour de moi. Les familles s'installaient, tout le monde parlait, souriait, prenait des photos. Puis, j'ai vu Françoise. Elle était au 1er rang. 1er rang. Elle portait une robe crème élégante, un collier de perles, des escarpins assortis. Ses cheveux blancs étaient impeccablement coiffés. Elle parlait avec une autre dame, souriante, sereine, à sa place au 1er rang. Chloé a dû voir mon regard. Oui, Françoise est arrivée tôt ce matin. Elle a réservé les places du 1er rang pour elle et sa sœur. Ah, elle est tellement investie, tu sais. Elle adore Lucien. Oui, je me suis assise au 5e rang, derrière des dizaines de têtes, loin de l'estrade, loin de Lucien. Invisible. La cérémonie a commencé. Le doyen est monté sur scène. Il a parlé. Des mots solennels. Des mots sur l'avenir, sur la médecine, sur le serment d'Hippocrate. Puis, un par un, les étudiants ont été appelés. Ils montaient sur scène. Ils recevaient leurs diplômes. Leurs familles applaudissaient. Certains pleuraient de joie. J'attendais, le cœur battant, les mains serrées sur mon sac. Puis, j'ai entendu « Lucien Moreau ». Mon souffle s'est arrêté. Il est monté sur scène, lentement, dignement. Dans son beau costume sombre, il a serré la main du doyen. Il a pris son diplôme. Il a souri. Et puis, il a pris le micro. Mon cœur a explosé dans ma poitrine. Il allait parler. Il allait dire quelque chose. Il a regardé la salle. Ses yeux ont balayé les gradins. J'ai essayé de croiser son regard. J'ai souri. J'ai redressé le dos. Regarde-moi. Regarde-moi, mon chéri. Mais ses yeux sont passés sur moi sans me voir. Et il a commencé à parler. Aujourd'hui est un jour très important pour moi. Sa voix était claire, posée, émue. Devenir médecin, c'était mon rêve depuis l'enfance, mais je n'aurais jamais pu y arriver seule. J'ai senti mes yeux picoter. J'ai posé ma main sur ma poitrine. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il va dire. Je voudrais remercier quelqu'un sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Les larmes montaient. Je les ai retenues. La dame à côté de moi m'a regardé en souriant. Elle savait. Elle pensait qu'il allait m'appeler. Cette personne a tout sacrifié pour moi. Oui, elle a cru en moi quand personne d'autre n'y croyait. Oui, mon chéri. Elle m'a soutenu chaque jour. Elle m'a aidé financièrement, moralement, affectivement. Mes jambes ont commencé à trembler. Je me suis préparée à me lever. Je veux remercier... Mon cœur s'est arrêté. Ma grand-mère. Un sourire a éclaté sur mon visage. Les larmes ont coulé. Celle qui a rendu tout cela possible. Je me suis levée, à moitié. Mes mains tremblaient. Mais Lucien s'est tourné, vers le 1er rang, vers la gauche, et il a dit « Mamie Françoise, viens ». Le monde s'est arrêté. Françoise s'est levée, lentement. Avec ce sourire calme, élégant, de ceux qui ne doutent jamais de leur place, elle est montée sur scène. Lucien l'a prise dans ses bras. Longtemps, fort. La salle a explosé en applaudissements. Moi, j'étais toujours debout, à moitié levée, stupide, ridicule, seule. Quelqu'un derrière moi a murmuré « Ah, c'est l'autre grand-mère, celle de l'autre côté ». Une autre voix a répondu « Oui,
Mais c'est Françoise qui a tout payé, tu sais. C'est normal qu'il la remercie. » Ces mots sont entrés en moi comme des couteaux. C'est Françoise qui a tout payé. J'ai regardé l'estrade. Françoise et Lucien se tenaient là, main dans la main. Ils lui parlaient à l'oreille. Elle souriait, les yeux brillants. Et moi, je suis redescendue, lentement, comme on se noie sans bruit. Je me suis rassise. Chloé m'a regardée. Elle avait les yeux rouges. Salomé, je n'ai rien dit. Je n'ai même pas pu parler. Ma gorge était fermée. J'ai souri, parce qu'on m'avait appris à sourire. Parce qu'une femme bien élevée ne fait pas de scène. Mais à l'intérieur, j'étais en train de mourir. Sur scène, Lucien continuait à parler. Il remerciait ses professeurs, ses amis, Émilie, sa mère. Françoise restait à côté de lui, la main sur son épaule, comme une reine. Pas une seule fois, il n'a tourné la tête vers le 5e rang. Pas une seule fois, il ne m'a cherché du regard. Pas une seule fois, il n'a dit mon nom. Quand la cérémonie s'est terminée, les familles se sont précipitées vers les diplômés. Les embrassades, les photos, les rires, les pleurs de joie. Je suis restée assise, immobile. Chloé m'a touché le bras. « Salomé, viens, on va le féliciter. »« Non. »« Quoi ? Je vais attendre un peu, qu'il y ait moins de monde. Mais, vas-y toi, je te rejoins. » Elle a hésité, puis elle est partie. Je suis restée seule dans les gradins qui se vidaient. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti l'enveloppe blanche. « Mon petit, aujourd'hui tu deviens médecin ? Je suis si fière. »« Mamie. » J'ai regardé ces mots que j'avais écrits avec tant d'espoir, et j'ai refermé l'enveloppe. Je l'ai remise dans mon sac. Je ne la lui donnerai pas. À quoi bon ? Il ne comprendrait pas. Il ne saurait jamais ce qu'elle contenait vraiment. Pas juste des mots, mais 7 ans de vie. Quand je suis descendue enfin, la foule s'était dispersée. Lucien était entouré de ses amis, d'Émilie, de Françoise, qui posaient avec lui pour des photos. Je me suis approchée, lentement. « Lucien ?» Il s'est retourné. « Ah, mamie Salomé, tu es encore là ?» Encore là, comme si j'étais en trop. « Oui, je voulais te féliciter. Merci, merci. » Il m'a embrassée rapidement. « Tu es fière de moi ?» J'ai essayé de parler, mais ma voix s'est cassée. « Oui, très fière. » Il a souri, puis il s'est retourné vers ses amis. « Bon, on va fêter ça. Tu viens, mamie Françoise ?» Françoise a ri. « Bien sûr, mon chéri. » Personne ne m'a regardé. Personne ne m'a invité. Je suis restée là, seule, au milieu de l'agitation. Puis je suis partie, sans bruit, sans dire au revoir. Personne ne m'a vu partir. Dans le métro, j'ai pleuré. Pas beaucoup, juste assez pour que les larmes coulent sans sanglots. Une vieille dame assise en face de moi m'a regardée avec compassion. « Ça va, madame ?» J'ai hoché la tête. « Oui, merci. » Mais ça n'allait pas. Pour la première fois de ma vie, j'avais compris quelque chose. On peut tout donner à quelqu'un. On peut vider sa vie pour remplir la sienne. On peut se sacrifier en silence, avec amour, avec espoir, et ne rien recevoir en retour. Pas même un regard, pas même un merci, pas même un souvenir. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Est-ce qu'il fallait parler? Est-ce qu'il fallait crier? Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec le sentiment d'avoir été enterrée vivante. Pas de façon dramatique, pas avec des cris ou des larmes, juste cette sensation d'être descendue sous terre pendant que la vie continuait au-dessus, sans remarquer mon absence. J'ai ouvert la porte de mon appartement. Le silence m'a accueilli, ce silence que je connaissais si bien. Celui qui vous rappelle que vous êtes seul, que vous avez toujours été seul. J'ai posé mon sac sur la table, j'ai retiré mes chaussures, j'ai accroché ma robe bleue dans l'armoire, puis je me suis assise devant la fenêtre et j'ai regardé Paris s'endormir. Les lumières s'allumaient dans les immeubles d'en face, des ombres passaient derrière les rideaux, des familles qui dînaient ensemble, des enfants qui riaient, des vies qui continuaient, normales, pleines. Et moi, j'étais là, avec ce vide dans la poitrine qui grandissait, jusqu'à ce que je ne sache plus si c'était encore moi qui respirais ou juste mon corps qui continuait par habitude. J'ai pensé à Lucien, à son sourire sur scène, à ses bras autour de Françoise, à cette façon qu'il avait eue de dire « Mamie Françoise » avec tant de tendresse, et je me suis demandé « Est-ce que je l'ai perdu ou est-ce que je ne l'ai jamais vraiment eu ?» Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné et retourné dans mon lit.
Les images revenaient sans cesse. Le premier rang, le cinquième rang, les applaudissements, les murmures derrière moi. C'est l'autre grand-mère, l'autre, comme si j'étais une copie, une version secondaire, celle qu'on garde au cas où, celle qu'on oublie dès que quelqu'un de mieux arrive. À 4 heures du matin, je me suis levée. Je suis allée dans le salon. J'ai allumé la lumière et j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien. Je ne pouvais pas sourire et me taire encore. Pas cette fois. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché dans mes contacts et j'ai trouvé le numéro de Lucien. Mais je n'ai pas appelé. Pas encore. Il était trop tôt. Et puis, qu'est-ce que j'allais lui dire? Tu m'as oublié? Tu m'as humilié? Tu ne sais même pas ce que j'ai fait pour toi? Non, les mots ne suffisaient plus. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché dans mes dossiers. J'ai retrouvé tous les documents, tous les contrats, tous les reçus de paiement que j'avais gardés pendant 7 ans. L'inscription à l'université, les mensualités, le loyer du studio, les assurances, les livres, tout. 230 000 €, écrit noir sur blanc. J'ai tout imprimé, feuille par feuille, lentement. Puis je les ai rangés dans une grande enveloppe Kraft et j'ai attendu le matin. À 9 heures, j'ai appelé Chloé. Elle a répondu d'une voix fatiguée. « Allô? Chloé, c'est Salomé. »« Ah, Salomé, écoute, pour hier, il faut qu'on parle. » Il y a eu un silence. « D'accord? Tu veux qu'on se voie? »« Oui, aujourd'hui. »« Aujourd'hui? Mais... » « S'il te plaît, Chloé. » Elle a soupiré. « D'accord, je peux venir chez toi cet après-midi. Vers 14 heures? Parfait. » J'ai raccroché. Chloé est arrivée à 14 heures précises. Elle portait un jean et un pull beige. Elle avait les traits tirés, coupable. Elle m'a embrassée sans me regarder dans les yeux. « Bonjour, Salomé. Entre. » On s'est assise à la table de la cuisine. J'ai préparé du thé. Mes mains tremblaient un peu en versant l'eau chaude. Chloé a commencé à parler. « Salomé, pour hier, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Je pensais qu'il allait te remercier aussi. Je pensais... » « Tu pensais quoi, Chloé ?» Elle a baissé les yeux. Je pensais qu'il savait. Qu'il savait quoi? Que c'était toi. Que c'était toi qui avais tout payé. Le silence s'est installé. Lourd. Épais. J'ai posé ma tasse. Pourquoi tu ne lui as jamais dit? Elle a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Parce que tu m'avais demandé de ne rien dire. Tu te souviens? Tu avais dit, ne lui dis rien, je ne veux pas qu'il se sente obligé. C'était il y a 7 ans, Chloé. 7 ans. Tu n'as jamais pensé qu'il fallait qu'il sache? Si, j'y ai pensé. Tout le temps. Mais je ne savais pas comment. Et puis le temps a passé. Et Françoise a commencé à s'impliquer. Et j'ai pensé que peut-être c'était mieux comme ça. Que tu pouvais enfin souffler. Souffler? Ma voix s'est durcie. Chloé, je me suis vidée. J'ai vendu mes bijoux, mes meubles, les souvenirs de mon mari. J'ai mangé des pâtes pendant des mois pour pouvoir payer. J'ai renoncé à tout. Les larmes ont coulé sur ses joues. Je sais, Salomé, et je ne te remercierai jamais assez. Mais quoi? Mais tu aurais dû lui dire dès le début. J'ai senti la colère monter. Une colère froide, calme, définitive. Je ne devais rien dire, Chloé. C'était à toi de le faire, ou à lui de se poser des questions. Comment un étudiant en médecine peut payer son loyer, ses études, ses livres, tout, sans travailler? Comment il n'a jamais demandé d'où venait l'argent? Elle a baissé la tête. Il pensait que c'était nous, moi et mon mari. Et vous l'avez laissé croire. Oui, le mot est tombé comme une pierre. Parce que c'était plus facile. Parce que tu avais honte. Honte de ne pas pouvoir payer toi-même. Alors tu as laissé quelqu'un d'autre le faire. En silence. Et maintenant, quelqu'un d'autre récolte les remerciements. Chloé pleurait maintenant. Vraiment. Les épaules secouées. Je suis désolée, Salomé. Je suis tellement désolée. J'ai pris l'enveloppe Kraft sur la table. Je l'ai poussée vers elle. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Elle a ouvert l'enveloppe. Elle a sorti les papiers. Elle a commencé à lire. Les contrats, les reçus, les mensualités, tout. Ligne par ligne. 7 ans de vie écrits, noir sur blanc. Son visage s'est décomposé. Mon Dieu! Oui, 230 000 €. Elle a relevé la tête. Ses yeux étaient immenses. Je ne savais pas que c'était autant, parce que tu n'as jamais demandé. Elle a remis les papiers dans l'enveloppe, lentement, comme si chaque feuille pesait 1000 kilos. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui dire.
À Lucien? Non, pas à Lucien. Elle m'a regardée, confuse. À qui alors? Au rectorat. À l'université. Son visage est devenu blanc. Quoi? Il reste encore 3 mensualités à payer, pour ces derniers mois. Et il y a le contrat de la spécialisation. La post-graduation qu'il doit commencer en septembre. Françoise a signé pour payer. Et alors? Je vais annuler tout. Chloé s'est levée brusquement. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Mais Salomé, il va tout perdre. Son diplôme, sa spécialisation, tout. Non, il ne perdra rien. Il a son diplôme. Il est médecin. Mais s'il veut continuer, il devra payer lui-même, ou demander à Françoise, celle qui a tout sacrifié. Ma voix était froide, calme, presque douce. Chloé me regardait comme si elle ne me reconnaissait plus. Tu es en colère, je comprends, mais tu ne peux pas faire ça. Pas à lui. Pourquoi pas? Parce que tu l'aimes. Justement. Elle a secoué la tête. Je ne comprends pas. Moi non plus, Chloé. Pendant longtemps, je n'ai pas compris. Mais maintenant, je comprends. On n'apprend rien dans le confort. On n'apprend rien quand tout nous tombe tout cuit dans le bec. On apprend quand on se casse la figure, quand on doit se relever tout seul. Mais c'est cruel. Non. Cruel, c'est ce qu'il m'a fait hier. Cruel, c'est de m'effacer devant 400 personnes. Cruel, c'est de remercier quelqu'un d'autre pour ce que j'ai donné. Chloé a posé ses mains sur la table. Salomé, s'il te plaît, réfléchis. Ne fais pas ça dans la colère. Je ne suis pas en colère, Chloé. C'était vrai. Je n'étais pas en colère. J'étais juste vide. Vide de tout. De l'espoir, de l'amour, de cette illusion que j'avais portée pendant 7 ans. Je suis fatiguée. Fatiguée de porter ce que personne ne voit. Fatiguée d'être invisible. Fatiguée de sourire pendant qu'on m'enterre. Chloé pleurait. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Rien. Tu ne peux rien faire. C'est trop tard. Elle a ramassé son sac. Elle est allée vers la porte. Puis, elle s'est retournée. Et si je lui dis, si je dis tout à Lucien, maintenant, tu crois que ça changera quelque chose? Peut-être. J'ai secoué la tête. Non, Chloé, ça ne changera rien. Parce que maintenant, ce qu'il me dira, ce sera par obligation, par culpabilité, pas par reconnaissance, pas par amour. Et je ne veux pas de ça. Elle est partie. Et je suis restée seule. Avec mon thé froid et mon enveloppe vide. Le lendemain matin, j'ai appelé le rectorat. Une voix professionnelle m'a répondu. Service financier, bonjour. Bonjour, je m'appelle Salomé Laroche. J'appelle au sujet de Lucien Moreau, étudiant en médecine. Oui, je suis celle qui a payé ses mensualités pendant 7 ans. J'ai les contrats sous mon nom. Un instant, s'il vous plaît. De la musique d'attente. 1 minute. 2. Puis la voix est revenue. Oui, Madame Laroche. Je vois votre dossier. Que puis-je faire pour vous? J'ai pris une grande inspiration. Je souhaite annuler les 3 derniers paiements prévus et annuler le contrat de la spécialisation signé pour septembre. Silence. Vous êtes sûre, madame? Oui. Mais cela pourrait compromettre la poursuite de ses études? Je sais. Très bien. Je vais traiter votre demande. Vous recevrez une confirmation par courrier. Merci. J'ai raccroché. Et j'ai pleuré. Pas de rage. Pas de tristesse. Juste de soulagement. Pour la première fois en 7 ans, j'avais arrêté de porter. J'avais lâché. Avez-vous déjà dû choisir entre vous taire ou vous défendre? Avez-vous déjà lâché quelque chose que vous aimiez parce que vous ne pouviez plus le porter seul? Dites-moi. Les jours qui ont suivi cette décision ont été étranges. Pas douloureux comme je l'aurais cru. Pas même tristes. Juste différents. Pour la première fois depuis 7 ans, je me suis réveillée sans cette pression dans la poitrine. Sans ce poids invisible qui m'écrasait dès l'aube. Sans cette voix qui murmurait « Il faut tenir, il faut payer, il faut continuer ». C'était fini. J'avais lâché. Et le monde n'avait pas explosé. Le ciel ne s'était pas effondré. Paris continuait à tourner, indifférent. Je me suis levée. J'ai ouvert les volets. Le soleil entrait doucement dans mon appartement. Un soleil de juin, chaud, doré. J'ai préparé mon thé. Je me suis assise devant la fenêtre. Et j'ai regardé les toits. Combien de matins j'avais passé ici, à cette même place, en calculant combien il me restait. Combien de fois j'avais ouvert mon carnet de comptes en me demandant ce que j'allais vendre ce mois-ci. Mais ce matin-là, je n'ai pas ouvert le carnet. Je l'ai laissé fermer, parce que ce n'était plus mon problème. La confirmation est arrivée 3 jours plus tard. Une lettre officielle du rectorat.
Des mots froids, administratifs, qui disaient simplement « Nous accusons réception de votre demande d'annulation. Les paiements restants ont été suspendus. Le contrat de spécialisation a été résilié. » J'ai lu la lettre. Une fois, 2 fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Et j'ai attendu. J'attendais que Lucien appelle, qu'il me demande ce qui s'était passé, qu'il comprenne enfin. Mais il n'a pas appelé. Pas le lendemain. Pas le surlendemain. 1 semaine est passée. Puis 2. Silence. Chloé, elle, m'appelait tous les jours. « Salomé, il faut qu'on parle. »« Non, Chloé. Mais tu ne comprends pas. Lucien a reçu une lettre de l'université. Ils disent qu'il y a un problème avec les paiements. Il ne comprend pas. Il pense que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Salomé, s'il te plaît. Il est perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il trouvera. Mais, Chloé, j'ai pris ma décision. Maintenant, c'est à vous de gérer. Toi, lui, Françoise, celle qui a tout sacrifié. » Elle a soupiré. « Tu es dure. »« Non, je suis juste fatiguée d'être celle qu'on oublie. » Elle a fini par arrêter d'appeler. Et le silence est revenu. Ce silence que je connaissais bien. Celui qui vous enveloppe quand vous décidez de ne plus courir après ceux qui vous fuient. Un matin de juillet, je suis allée me promener au cimetière du Montparnasse. Je n'y étais pas retournée depuis longtemps, depuis l'enterrement de mon mari. J'ai marché lentement entre les allées. Les arbres étaient verts, les oiseaux chantaient. Il faisait beau, presque trop beau pour un cimetière. Je me suis arrêtée devant la tombe de mon mari, une simple pierre grise avec son nom gravé. Édouard Laroche, 1942-2007, médecin, époux, père. Je me suis assise sur le banc en face. J'ai regardé son nom. Et j'ai parlé, comme je le faisais parfois quand j'avais besoin de dire des choses que personne d'autre ne pouvait entendre. « Édouard, j'ai fait quelque chose que tu n'aurais peut-être pas approuvé. » Le vent a soufflé doucement dans les arbres. J'ai arrêté de payer pour Lucien. J'ai tout annulé. Les mensualités, la spécialisation, tout. Un pigeon s'est posé près de moi. Tu te demandes sûrement pourquoi. Toi qui as toujours dit qu'il fallait donner sans rien attendre en retour. Toi qui as toujours été généreux, patient. Bon, j'ai fermé les yeux. Mais Édouard, je ne suis pas toi. Je ne suis pas aussi forte. Je ne peux pas continuer à donner en sachant que personne ne voit, que personne ne se souvient. Les larmes sont montées. Doucement. Il m'a oublié. Notre petit-fils. Celui pour qui j'ai tout donné. Il m'a oublié devant 400 personnes. Il a remercié quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a donné de l'argent de poche et des cannelés. Pendant que moi, je vendais tes montres, tes souvenirs, notre vie. Le pigeon est parti. Alors j'ai arrêté. Parce que je n'en pouvais plus. Parce que je voulais qu'il comprenne. Pas par mes mots, mais par l'absence. Par le vide que je laisse. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé son nom gravé dans la pierre. Tu me pardonnes ? Le silence. Mais ce n'était pas un silence lourd. C'était un silence paisible. Comme si, quelque part, il comprenait. Comme si, quelque part, il me disait « Tu as fait ce qu'il fallait ». Les semaines ont continué à passer. Je me suis remise à vivre, pas une grande vie. Pas une vie pleine de joie et d'aventure, mais une vie à moi. J'ai recommencé à manger correctement. J'ai acheté des légumes frais, du poisson, du pain de la boulangerie, de vraies choses. Pas juste des pâtes. J'ai acheté une robe neuve, pas chère, mais jolie, bleu clair, légère. Je l'ai essayée devant le miroir. Elle me faisait bien. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis souri. J'ai aussi repris mes promenades, au jardin du Luxembourg, le long de la Seine, dans les petites rues de Montparnasse. Je marchais lentement. Je regardais les gens, les couples, les enfants, les vieux qui nourrissaient les pigeons, et je me sentais là, présente, vivante, pas juste une ombre qui payait en silence. Un soir d'août, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Allô ? Madame Laroche ?» Une voix que je ne connaissais pas, masculine, jeune. « Oui, je m'appelle Thomas Bernard. Je suis le directeur administratif de la faculté de médecine. » Mon cœur s'est serré. « Oui, je vous appelle au sujet de Lucien Moreau. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Eh bien, nous avons un problème avec son dossier. Les paiements ont été suspendus. Le contrat de spécialisation a été annulé. Et nous ne comprenons pas pourquoi. C'est moi qui ai annulé. Silence. « Vous ? » ?»« Oui, c'est moi qui payais. Depuis le début. Et j'ai décidé d'arrêter. »« Mais, madame, vous comprenez que cela met monsieur Moreau dans une situation très compliquée ?
Oui, il ne peut pas poursuivre sa spécialisation sans financement. Je sais. Et vous ne voulez pas reconsidérer votre décision? J'ai pris une grande inspiration. Non. Puis-je vous demander pourquoi? J'ai hésité, puis j'ai dit calmement, parce que quelqu'un d'autre s'est proposé de payer. Quelqu'un qui, apparemment, a tout sacrifié pour lui. Je pense qu'il est temps que cette personne assume ce qu'elle a promis. Le directeur a toussé, mal à l'aise. Je comprends. Mais nous n'avons reçu aucun autre engagement financier. Alors il faudra que M. Moreau trouve une solution. Madame Laroche, Monsieur Bernard, j'ai payé pendant 7 ans. En silence, sans reconnaissance, sans même un merci. Maintenant, c'est fini. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter sa mère ou sa grand-mère Françoise. Bonne soirée. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, pas de culpabilité, de soulagement. Quelques jours plus tard, Chloé m'a rappelé. Sa voix était différente, plus dure. Salomé, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Lucien a reçu une lettre de l'université. Ils lui disent qu'il ne peut pas faire sa spécialisation, que les paiements ont été annulés. Il est effondré. Je suis désolée. Tu es désolée? C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Chloé? Que tu vas réparer ça? Que tu vas rappeler l'université et tout arranger? Non. Non? Sa voix montait. Non, Chloé, je ne vais pas réparer, parce que ce n'est pas à moi de réparer. Mais tu es en train de détruire sa carrière. Non, je ne détruis rien. Je cesse simplement de porter ce que je n'aurais jamais dû porter seul. Mais c'est ton petit-fils? Justement, c'est mon petit-fils. Et il ne m'a jamais vu. Alors maintenant, il va apprendre à voir. Chloé a éclaté. Tu es cruel, tu es égoïste, tu es... Je suis quoi, Chloé? Dis-le. Je suis quoi? Une vieille femme qui a tout donné et qui n'a rien reçu? Une grand-mère invisible qu'on remercie même pas? Une idiote qui s'est sacrifiée en espérant qu'un jour, quelqu'un s'en souviendrait? Silence. Tu veux savoir ce que je suis, Chloé? Je suis fatiguée. Fatiguée de me taire. Fatiguée d'être gentille. Fatiguée de disparaître pour que les autres brillent. Elle pleurait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien. Vous n'avez rien à faire. Ou plutôt si. Dites-lui la vérité. Dites-lui qui a payé. Dites-lui ce que j'ai vendu. Dites-lui ce que j'ai sacrifié. Dites-lui tout. Et tu crois que ça va changer quelque chose? Non, ça ne changera rien. Mais au moins, il saura. Et quand il regardera Françoise, il saura que ce n'est pas elle. Quand il passera devant son diplôme accroché au mur, il saura qu'il n'est pas là grâce à elle. Il saura que c'est moi, la grand-mère invisible, celle qu'il a oubliée sur scène. Chloé a raccroché, et je suis restée là, dans mon appartement silencieux, avec ce sentiment étrange. Pas de victoire, pas de revanche, juste de la clarté. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Lucien. Mamie, il faut qu'on parle. Mon cœur a fait un bond. C'était la première fois qu'il me contactait depuis la cérémonie. J'ai regardé le message longtemps, puis j'ai répondu « D'accord, quand ?»« Demain, chez toi, à 14 heures. »« D'accord. » J'ai posé le téléphone, et j'ai su, il savait. Chloé lui avait dit « Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas d'angoisse, pas de peur, juste de l'attente. » Qu'allait-il dire? Qu'allait-il faire? Allait-il s'excuser? Allait-il pleurer? Allait-il me reprocher de l'avoir laissé tomber? Je ne savais pas. Mais une chose était certaine. Je ne reviendrai pas en arrière. Je ne paierai plus. Je ne me tairai plus. J'avais passé 7 ans à m'effacer. Maintenant, j'existais. Même si c'était douloureux. Même si c'était imparfait. J'existais. Le lendemain matin, je me suis préparée. J'ai mis ma robe bleue claire, celle que j'avais achetée. J'ai coiffé mes cheveux. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. Je me suis regardée dans le miroir. Cette femme qui me regardait était différente. Pas plus jeune, pas plus belle, mais plus forte, parce qu'elle avait enfin osé lâcher ce qui l'écrasait. Parce qu'elle avait enfin compris que l'amour, ce n'est pas tout donner jusqu'à disparaître. C'est aussi savoir dire « stop ». À 14 heures précises, on a sonné. J'ai ouvert la porte. Lucien était là. Il avait les traits tirés, les yeux rouges. Il portait un jean et un t-shirt froissé. Il n'avait plus l'air du jeune médecin brillant qui montait sur scène. Il avait l'air d'un garçon perdu. « Bonjour, mamie. »« Bonjour, Lucien. Entre. » Il est entré lentement. Il a regardé autour de lui. L'appartement presque vide. Les murs avec les traces pâles des cadres vendus. La table avec seulement 2 chaises. Il a compris. On s'est assis.
J'ai servi du thé. Mes mains ne tremblaient pas. Il a pris sa tasse. Mais il ne buvait pas. Il regardait juste le liquide fumant. Puis il a levé les yeux vers moi. Maman m'a tout dit. Ah, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai posé ma tasse. Parce que je ne voulais pas que tu te sentes obligée. Obligée de quoi? De me remercier, de m'aimer, de me voir. Il a baissé la tête. Je suis désolée. De quoi? De tout. De ne pas avoir su. De t'avoir oublié. De ne pas avoir été là. Tu n'as rien à te reprocher, Lucien. Tu ne savais pas. Mais j'aurais dû savoir. J'aurais dû me poser des questions. J'aurais dû... Tu aurais dû quoi? Être adulte alors que les adultes autour de toi te mentaient? Il a relevé la tête, surpris. Ce n'est pas ta faute, Lucien. C'est la mienne. Et celle de ta mère. On t'a laissé croire quelque chose qui n'était pas vrai. On t'a protégé de la réalité. Et maintenant, tu découvres. Les larmes ont coulé sur ses joues. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? J'ai souri, doucement. Rien. Tu ne peux rien réparer, parce qu'il n'y a rien à réparer. Mais la spécialisation, les paiements, tu trouveras une solution. Un prêt, un travail, je ne sais pas, mais tu trouveras. Parce que tu es intelligent, parce que tu es fort, parce que tu es capable. Mais je ne veux pas te perdre. Sa voix s'est brisée. Je ne veux pas que tu disparaisses de ma vie. J'ai tendu ma main. J'ai posé ma main sur la sienne. Je ne disparais pas, Lucien. Je suis là. Je serai toujours là. Mais je ne porterai plus tout seul. Il a serré ma main, fort. Je suis désolée, mamie. Tellement désolée. Je sais. On est resté comme ça, en silence, avec juste nos mains qui se tenaient. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose. Pas du pardon. Pas de la réconciliation. Mais de la paix. La paix de savoir que j'avais fait ce qu'il fallait. Pas pour lui, pour moi. Avez-vous déjà dû choisir entre continuer à vous sacrifier ou vous sauver vous-même? Avez-vous déjà trouvé la paix, non pas dans le pardon, mais dans la décision d'arrêter de porter? Racontez-moi. Les mois qui ont suivi cette rencontre avec Lucien ont été étranges, comme si le monde s'était réorganisé autour d'un nouvel équilibre. Un équilibre que je n'avais pas cherché, mais qui s'installait naturellement, inévitablement. Lucien est reparti ce jour-là avec les yeux rouges et le cœur lourd. Il m'a embrassé longuement sur le seuil de la porte. Pas comme avant. Vite, distraitement. Mais vraiment. Comme on embrasse quelqu'un qu'on a failli perdre. Je vais arranger les choses, mamie. Je te le promets. Je n'ai rien répondu. Parce que les promesses, après tout ce que j'avais vécu, ne signifiaient plus grand-chose. Ce qui comptait, c'était les actes, le temps, la constance. Et le temps, justement, allait se charger de montrer qui était qui. Septembre est arrivé. Le mois où Lucien devait commencer sa spécialisation. Le mois où tout devait continuer comme prévu. Sauf que rien n'était plus comme prévu. Chloé m'a appelé un soir. Sa voix était fatiguée. « Salomé, je voulais te tenir au courant. Lucien a dû trouver un travail. » « Un travail? » ?»« Oui, à l'hôpital. Des gardes de nuit. Pour payer sa spécialisation. L'université a accepté de le laisser entrer. Mais il doit payer lui-même maintenant. C'est bien. C'est dur pour lui. Il travaille presque toutes les nuits. Il dort à peine. Il dit qu'il n'a jamais été aussi fatigué de sa vie. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi, une petite partie, avait mal pour lui. Mais une autre partie, plus grande, plus sage, savait que c'était nécessaire. Il apprend. Apprend quoi? À porter, à se débrouiller, à comprendre que rien ne tombe du ciel. Chloé a soupiré. Tu as raison, mais c'est difficile à regarder. Oui, c'est toujours difficile de voir quelqu'un qu'on aime souffrir. Mais parfois, c'est nécessaire. Elle a raccroché peu après. Et moi, je suis restée là, dans mon appartement, avec ce sentiment étrange. Pas de la joie, pas de la satisfaction, juste de la sérénité. Parce que je savais que ce que Lucien vivait maintenant, cette fatigue, cette difficulté, ce poids, c'était exactement ce que j'avais vécu pendant 7 ans. Sauf que maintenant, il le vivait lui-même. Il comprenait, pas avec sa tête, mais avec son corps, avec ses nuits blanches, avec ses mains qui tremblèrent de fatigue. Il comprenait ce que signifiait payer. En octobre, j'ai reçu une visite inattendue. On a sonné un dimanche après-midi. J'ai ouvert la porte. C'était Françoise. Je ne l'avais jamais vraiment vue de près, juste sur des photos. Mais là, elle était devant moi. Grande, élégante,
avec ses cheveux blancs parfaitement coiffés et ses vêtements luxueux. Elle portait un manteau beige en cachemire et un foulard Hermès. Elle avait l'air mal à l'aise. « Bonjour Salomé. Bonjour Françoise. » On s'est regardés. 2 femmes, 2 grands-mères, 2 mondes. « Je peux entrer ?» Bien sûr. Elle est entrée. Elle a regardé autour d'elle. L'appartement simple. Les murs vides. La petite table. Elle a tout vu. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle comprenait. On s'est assises. J'ai préparé du thé. En silence, elle attendait. Les mains posées sur ses genoux. Parfaitement droite, parfaitement composée. J'ai servi le thé. Puis, je me suis assise en face d'elle. « Pourquoi es-tu venue, Françoise ?» Elle a pris une grande inspiration. « Je voulais te parler. De Lucien, de ce qui s'est passé. Je t'écoute. » Elle a baissé les yeux. « Chloé m'a tout raconté. Ce que tu as fait, ce que tu as donné. Je ne savais pas. » « Tu ne savais pas parce que personne ne te l'a dit. » « Oui, mais j'aurais dû me poser des questions. J'aurais dû... » « Tu aurais dû quoi? Refuser quand Lucien t'a remercié sur scène? Refuser les applaudissements? Refuser la place que tout le monde te donnait? » Elle a relevé la tête. Ses yeux étaient humides. « Je ne savais pas que c'était ta place. Je sais. » On est resté en silence un moment. Le thé fumait entre nous. Puis Françoise a repris. « J'ai toujours voulu être une bonne grand-mère. Après la mort de mon mari, j'étais seule. J'avais de l'argent, une grande maison, mais j'étais seule. Et quand Lucien a commencé à venir me voir, j'ai senti que j'avais enfin une place, une raison d'être. Je comprends. Alors j'ai donné. Des cadeaux, de l'argent, de l'attention, parce que c'était tout ce que j'avais à offrir. Et c'est bien. Ce n'est pas un crime d'être généreuse. » Elle m'a regardée, surprise. « Tu ne m'en veux pas? T'en vouloir de quoi? D'avoir aimé ton petit-fils? D'avoir voulu l'aider? Non, Françoise, je ne t'en veux pas. Mais... sur scène, ce jour-là, quand il m'a appelée, quand il m'a remerciée devant tout le monde, sa voix s'est brisée. J'ai eu un moment de joie, un moment où je me suis sentie importante. Mais après, quand j'ai appris la vérité, j'ai eu honte, tellement honte. Les larmes ont coulé sur ses joues. Elle les a essuyées rapidement, élégamment, comme on lui avait appris. Cette joie n'était pas la mienne. Cette place n'était pas la mienne. J'ai tendu ma main. J'ai posé ma main sur la sienne. « Françoise, tu n'as rien fait de mal. Tu as juste pris la place qu'on te donnait. Mais je t'ai volé ta reconnaissance. Non, tu ne m'as rien volé. On ne peut pas voler ce qui n'a jamais été offert. » Elle a pleuré, vraiment pleuré, avec ces sanglots qu'on retient depuis trop longtemps. Et moi, je l'ai regardée. Cette femme riche, élégante, qui avait tout ce que je n'avais pas. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle aussi était seule. Elle aussi cherchait à être vue. Elle aussi avait besoin d'être importante pour quelqu'un. On n'était pas si différentes, finalement. Juste 2 femmes qui cherchaient leur place dans le cœur d'un jeune homme qui ne voyait pas encore. Quelques semaines plus tard, Chloé m'a appelée. Sa voix était étrange, tendue. « Salomé, il s'est passé quelque chose. »« Quoi ?» Françoise a eu un malaise. Hier, elle est à l'hôpital. Mon cœur s'est serré. C'est grave? Les médecins disent que c'est le stress, la fatigue. Elle ne va pas bien, Salomé. Où est-elle? À l'hôpital Saint-Antoine. J'arrive. J'ai pris mon manteau. J'ai pris le métro. J'ai traversé Paris. Et je suis arrivée à l'hôpital. Lucien était là, dans le couloir, assis sur une chaise en plastique, la tête dans les mains. Il portait sa blouse blanche. Il venait de finir une garde. Quand il m'a vue, il s'est levé. « Mamie, comment va-t-elle? »« Pas bien. Elle ne parle plus. Elle regarde juste le plafond. Les médecins disent qu'elle a fait une dépression, qu'elle refuse de manger, qu'elle refuse de vivre. » Il a essuyé ses yeux. Elle dit qu'elle a tout raté, qu'elle n'a rien fait de bien dans sa vie, qu'elle a pris une place qui ne lui revenait pas. Mon cœur s'est brisé. Je peux la voir? Oui, viens. Il m'a conduite jusqu'à sa chambre. Une petite chambre blanche avec un lit étroit et une fenêtre qui donnait sur un mur gris. Françoise était là, allongée, les yeux ouverts, fixe. Elle avait maigri. Ses cheveux n'étaient plus coiffés. Son visage était creusé. Elle n'avait plus l'air d'une reine. Elle avait l'air d'une femme brisée. Je me suis approchée. Je me suis assise à côté de son lit. « Françoise, c'est moi, Salomé. » Elle a tourné la tête, lentement. Ses yeux m'ont trouvée. « Salomé. » Sa voix était faible, cassée.
Je suis là. Pardonne-moi. Il n'y a rien à pardonner. Si, j'ai pris ta place. J'ai volé ta joie. Françoise, écoute-moi. J'ai pris sa main. Elle était froide, fragile. Tu n'as rien volé. Tu as juste été là quand personne d'autre n'était visible. Tu as donné avec ton cœur. Et ce n'est pas un crime. Mais rien. Ce qui s'est passé, c'est la faute de tout le monde. La mienne, parce que je n'ai rien dit. Celle de Chloé, parce qu'elle a menti. Celle de Lucien, parce qu'il ne regardait pas. Mais toi, tu as juste aimé. Et l'amour, ce n'est jamais une erreur. Elle a fermé les yeux. Les larmes ont coulé sur ses joues. Je ne veux plus vivre, Salomé. Je suis fatiguée. Je sais, moi aussi j'ai été fatiguée. Tellement fatiguée que j'ai voulu tout arrêter. Mais je ne l'ai pas fait. Tu sais pourquoi? Elle a ouvert les yeux. Pourquoi? Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Pas tout de suite, pas comme on l'imagine. Mais elle rend. Tu crois vraiment ça? Oui, elle m'a regardée. Longtemps. Comme si elle cherchait quelque chose dans mes yeux. Puis elle a murmuré « Tu es plus forte que moi. » Non, je suis juste plus têtue. Elle a souri, un tout petit sourire, fragile, mais réel. Et j'ai su qu'elle allait s'en sortir. Les mois ont passé. Françoise est sortie de l'hôpital. Elle est retournée à Bordeaux. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle était plus calme, plus discrète, plus humble. Elle appelait Lucien moins souvent. Elle ne lui envoyait plus de colis. Elle avait compris qu'aimer, ce n'est pas envahir. C'est juste être là, en retrait, prêt. Lucien, lui, continuait à travailler. Il payait sa spécialisation mois après mois. Il était fatigué, mais il tenait bon. Et parfois, il venait me voir. Pas souvent. Mais quand il venait, c'était différent. Il restait. Il parlait. Il écoutait. Il me regardait. Un soir de décembre, il est arrivé avec un paquet. « Tiens, mamie, c'est pour toi. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ouvre. » J'ai ouvert. C'était une photo encadrée. Une photo de nous deux. Prise il y a longtemps. Quand il était petit. On était dans mon appartement. Il tenait ma main. On souriait. Je l'ai retrouvé chez maman. Je voulais que tu l'aies. J'ai regardé cette photo. Ces deux visages. Cette main d'enfant dans celle de la grand-mère. Et j'ai pleuré. « Merci mon chéri. »« Non, mamie. C'est moi qui te remercie. Pour tout. » On s'est regardé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'existais. Pas parce que j'avais payé, pas parce que j'avais donné, mais parce qu'il me voyait enfin. Un jour de janvier, j'ai reçu une lettre. Une lettre de Françoise. Elle était écrite à la main, d'une écriture élégante mais tremblante. « Chère Salomé, je t'écris pour te dire quelque chose que je n'ai jamais su dire de vive voix. Merci. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir parlé ce jour-là à l'hôpital. Merci de m'avoir rappelé que l'amour n'est pas un crime. Depuis notre conversation, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai compris que pendant toutes ces années, j'ai cherché à acheter l'amour. Parce que j'avais peur. Peur d'être seule. Peur de ne pas être assez. Mais tu m'as montré qu'aimer, ce n'est pas donner pour recevoir. C'est juste donner. Sans attendre. Sans compter. Je ne serai jamais aussi forte que toi. Mais je vais essayer d'être meilleure. La vie m'a traitée de folle ce jour-là sur scène. Elle m'a donné une joie qui ne m'appartenait pas. Et des années plus tard, elle me l'a reprise, dans ce couloir d'hôpital, avec ce regard vide que j'avais sur le plafond. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Merci de me l'avoir rappelé. Avec toute mon affection, Françoise, j'ai replié la lettre, lentement. Et j'ai compris. Le karma n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une punition. C'est juste un équilibre. Françoise avait reçu des applaudissements qu'elle ne méritait pas. Et la vie lui avait montré, dans ce lit d'hôpital, ce que c'était de perdre tout ce qu'on croyait avoir. Lucien avait oublié celle qui avait tout donné. Et la vie lui avait montré, dans ses gardes de nuit épuisantes, ce que c'était de payer. Et moi, j'avais tout donné en silence. Et la vie m'avait rendu la paix, pas la reconnaissance que j'attendais, pas les remerciements que j'espérais, mais quelque chose de plus profond, la certitude que j'avais fait ce qu'il fallait. Pas pour être vu, mais parce que c'était juste, et que maintenant, je pouvais me reposer. Avez-vous déjà vu la vie rendre ce qu'on lui donne? Avez-vous déjà compris que le karma n'est pas une vengeance, mais juste un équilibre? Racontez-moi. Le printemps est revenu, comme il revient toujours, indifférent à nos drames, à nos douleurs,
à nos cicatrices. Je suis assise devant ma fenêtre, la même fenêtre que j'ai regardée pendant tant d'années, les mêmes toits de Paris, les mêmes cheminées, les mêmes pigeons. Mais quelque chose a changé. Ce n'est pas Paris qui a changé, c'est moi. J'ai 66 ans maintenant. 1 an a passé depuis cette cérémonie. 1 an depuis ce jour où j'ai compris qu'on pouvait mourir debout, en souriant, pendant que des centaines de personnes applaudissent ton effacement. 1 an. Et pourtant, c'est comme si j'avais vécu une vie entière depuis. Mon appartement n'est plus vide, pas rempli de luxe, pas décoré comme un magazine, mais habité. J'ai racheté quelques petites choses, des cadres avec de nouvelles photos, un tableau que j'ai trouvé au marché aux puces, pas cher mais joli, une nappe brodée, des coussins pour le canapé, des petites choses qui disent « quelqu'un vit ici, quelqu'un qui compte ». J'ai aussi recommencé à sortir, pas beaucoup. Je ne suis pas devenue une femme mondaine du jour au lendemain, mais je vais au cinéma, je vais au musée, je prends un café en terrasse et je regarde les gens passer. Je vis, pas une grande vie, pas une vie spectaculaire, mais une vie à moi. Une vie où je ne me sacrifie plus pour exister dans le regard des autres. Une vie où j'existe, simplement, parce que je respire. Lucien vient me voir maintenant, 1 fois par semaine, parfois plus. Il arrive le samedi après-midi, après ses gardes. Il est fatigué, il a les traits tirés, mais il sourit quand il me voit. On prend le thé ensemble, on parle, de tout, de rien, de ses études, de ses patients, de ses peurs, de ses espoirs. Et il écoute, il me pose des questions sur ma vie, sur mon mari, sur mon fils, sur ces années qu'il n'a jamais connues. Un samedi, il m'a dit « Mamie, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Pourquoi tu n'as rien dit pendant toutes ces années ? Pourquoi tu n'as jamais dit que c'était toi qui payais ?» J'ai réfléchi, longtemps, parce que j'avais peur. Peur de quoi ? Peur que tu te sentes obligé, peur que tu m'aimes par devoir, pas par choix. Peur que si je disais quelque chose, tu me remercies juste parce qu'il le fallait, pas parce que tu le sentais. Il a hoché la tête. Je comprends. Mais j'ai eu tort. Il a levé les yeux, surpris. Tort ? Oui, j'ai eu tort de croire que le silence était de la générosité. Le silence, c'est juste du silence. Et le silence, ça rend invisible. Il a pris ma main. Je suis désolée de ne pas t'avoir vu. Je sais. Mais maintenant, tu me vois. Et c'est tout ce qui compte. On est resté comme ça, main dans la main, dans le silence. Mais ce n'était plus le silence de l'effacement, c'était le silence de la paix. Françoise m'écrit de temps en temps, pas souvent, mais ses lettres sont belles, sincères, humbles. Elle me raconte sa vie à Bordeaux, son jardin qu'elle essaie de replanter, ses voisins qu'elle commence à connaître, sa solitude qu'elle apprivoise. Dans sa dernière lettre, elle m'a écrit « Tu sais, Salomé, pendant longtemps, j'ai cru qu'avoir de l'argent suffisait, que je pouvais acheter l'amour avec des cadeaux, des voyages, des attentions. Mais tu m'as montré que l'amour, ça ne s'achète pas. Ça se mérite, pas par ce qu'on donne, mais par qui on est. Merci de m'avoir appris ça, même si ça a fait mal. » J'ai souri en lisant ces mots, parce qu'au fond, Françoise et moi, on a appris la même leçon, juste de côtés différents. Elle a appris qu'on ne peut pas acheter l'amour, et moi, j'ai appris qu'on ne peut pas se sacrifier jusqu'à disparaître. 2 femmes, 2 erreurs, une même vérité. Chloé aussi a changé. Elle m'appelle souvent. Elle vient me voir. On parle, vraiment. Un jour, elle m'a dit « Salomé, je m'en veux tellement. » De quoi ? De t'avoir laissé porter tout ça seule, de ne pas avoir eu le courage de dire la vérité, de t'avoir rendu invisible. Chloé, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais. Mais ce n'était pas assez. Non, ce n'était pas assez. Mais c'est fini maintenant. On ne peut pas réécrire le passé. On peut juste essayer de faire mieux. Elle a pleuré, et je l'ai prise dans mes bras, parce qu'elle aussi portait un poids de culpabilité, un poids de honte. Et si mon histoire peut servir à quelque chose, c'est de rappeler que personne ne devrait porter seul, ni l'amour, ni la douleur, ni la vérité. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de l'université. C'était le directeur administratif, Monsieur Bernard, celui que j'avais appelé pour annuler les paiements. Madame Laroche ? Oui. Je vous appelle pour vous informer que Monsieur Lucien Moreau a terminé avec succès sa première année de spécialisation. Ah, c'est merveilleux. Oui. Et je voulais vous dire quelque chose. Quoi ? Il a payé. Tout. Seul.
avec son travail, ses gardes. Il n'a demandé l'aide de personne. Mon cœur s'est gonflé. Vraiment? Oui. Et je voulais aussi vous dire, il nous a raconté votre histoire, ce que vous avez fait pour lui, ce que vous avez sacrifié. J'ai fermé les yeux. Ah, et nous voulions vous inviter à la cérémonie de fin d'année, pour vous rendre hommage, vous et toutes les personnes qui soutiennent nos étudiants dans l'ombre. Les larmes sont montées. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, s'il vous plaît. D'accord, oui. J'ai raccroché et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de douleur, de soulagement, parce qu'enfin, on me voyait. Pas pour me remercier, pas pour m'applaudir, mais pour reconnaître que j'avais existé, que j'avais compté, que j'avais porté, et que même si personne ne l'avait vu pendant longtemps, ça n'effaçait pas la réalité. J'avais été là. La cérémonie a eu lieu hier. Cette fois, j'étais au premier rang. Pas parce que j'avais exigé d'y être, mais parce qu'on m'y avait invité, parce qu'on m'avait réservé une place. Lucien était sur scène avec d'autres étudiants. Il portait sa blouse blanche. Il avait l'air fatigué, mais fier. Le directeur a pris le micro. Avant de terminer, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui nous rappelle que derrière chaque réussite, il y a souvent des personnes invisibles, des personnes qui donnent sans bruit, qui sacrifient sans demander, qui portent sans se plaindre. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Madame Salomé Laroche. Il a tendu la main vers moi. Madame Laroche, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Je me suis levée, lentement. Mes jambes tremblaient. La salle s'est mise à applaudir. Pas fort, pas comme une ovation, mais sincèrement. Lucien me regardait, les yeux brillants. Madame Laroche a payé les études de son petit-fils pendant 7 ans, en silence, sans reconnaissance. Elle a vendu ses bijoux, ses souvenirs, ses économies, pour que son petit-fils puisse devenir médecin. Les applaudissements se sont intensifiés. Et aujourd'hui, nous voulons lui dire « Merci, merci d'avoir cru, merci d'avoir donné, merci d'exister ». Je pleurais, mais je souriais aussi. Lucien est descendu de scène. Il est venu vers moi. Il m'a prise dans ses bras, fort, longtemps. « Merci, mamie. Merci pour tout. » « De rien, mon chéri. » On est resté comme ça, enlacés, pendant que la salle applaudissait. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'étais à ma place. Pas invisible, pas effacée, juste là. Ce soir, je suis rentrée chez moi. J'ai préparé mon thé. Je me suis assise devant la fenêtre. Paris s'endormait. Les lumières s'allumaient une par une. Et j'ai pensé à tout ce chemin, à tout ce que j'avais donné, à tout ce que j'avais perdu, à tout ce que j'avais appris. J'ai pensé à cette femme que j'étais il y a 1 an. Cette femme invisible qui se sacrifiait en silence. Cette femme qui croyait qu'aimer, c'était tout donner jusqu'à disparaître. Et j'ai pensé à la femme que je suis aujourd'hui. Cette femme qui a appris à dire stop. Cette femme qui a compris que l'amour, ce n'est pas l'effacement, c'est l'équilibre. Donner, oui, mais pas jusqu'à se perdre. Aimer, oui, mais pas jusqu'à s'oublier. Exister, oui, même si personne ne regarde. Je ne sais pas si mon histoire changera quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un l'entendra vraiment. Mais si une seule femme, une seule, lit ces mots et se reconnaît, si une seule femme comprend qu'elle n'a pas à disparaître pour être aimée, alors tout cela aura eu un sens, parce que nous sommes nombreuses, tellement nombreuses. Ces femmes qui donnent en silence, ces femmes qui portent, ces femmes qui s'effacent, et il est temps qu'on nous voie. Pas parce qu'on le demande, pas parce qu'on le réclame, mais parce qu'on existe, et que notre existence, à elle seule, mérite d'être reconnue. Je m'appelle Salomé Laroche, j'ai 66 ans. J'ai tout donné pour quelqu'un qui ne me voyait pas. J'ai tout perdu pour comprendre ce que signifiait exister. J'ai tout lâché pour retrouver la paix. Et aujourd'hui, je suis là, debout, vivante, pas parfaite, pas heureuse tout le temps, pas débarrassée de la douleur, mais libre. Libre de ne plus porter ce qui n'était pas à moi de porter. Libre d'exister sans avoir à me justifier. Libre d'aimer sans avoir à disparaître. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Parce qu'au fond, c'est ça, la sagesse. Ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est d'avoir appris à poser les bonnes questions. Et la question, c'est celle-ci. Est-ce que je m'aime assez pour ne pas me perdre en aimant les autres? Si la réponse est non, alors il est temps de changer. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Le soir tombe sur Paris. Les lumières brillent.
La vie continue. Et moi, Salomé Laroche, je suis là, devant ma fenêtre, avec mon thé, avec mes souvenirs, avec mes cicatrices, mais aussi avec quelque chose de nouveau, la certitude que j'ai fait ce qu'il fallait, non pas pour être vu, mais pour être en paix avec moi-même. Et c'est tout ce qui compte. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.